Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Dans l'immédiat après-guerre, le mouvement Clarté constitue une expérience politique tout à fait originale qui met en lumière le rôle spécifique d'intellectuels, qu'il s'agisse d'écrivains, d'essayistes, de journalistes ou de philosophes en relation étroite avec les forces socialistes et le Parti communiste. Fondé officiellement en mai 1919, sous la direction d'Henri Barbusse, le mouvement Clarté tente d'organiser la protestation contre la guerre par la constitution d'un rassemblement international d'intellectuels. Disposant d'un journal et de groupes internationaux, le mouvement Clarté devient un lieu de rencontre entre intellectuels pacifistes, penseurs et militants humanistes et socialistes attirés par la révolution russe. Au cours de l'année 1920, il évolue vers le bolchevisme sans y adhérer explicitement. À partir de février 1921, plusieurs responsables claréistes engagés dans la campagne d'adhésion à la Troisième Internationale décident de transformer Clarté en revue d'éducation révolutionnaire. C'est à partir de cette orientation nouvelle que Clarté désormais va évoluer dans la zone sympathisante des forces communistes jusqu'en 1928, date de son arrêt définitif. Il est donc intéressant de chercher à retracer l'histoire de ce mouvement et de cette revue, de sa naissance à sa disparition. Directement inspiré par l'horreur de la guerre, Clarté compte dans ses rangs une majorité d'intellectuels rescapés du front. Profondément traumatisés par leur douloureuse expérience des tranchées, ces intellectuels combattants veulent bannir à tout jamais l'ordre de la guerre, crier leur dégoût, leur révolte. Se proposer d'étudier Clarté, c'est donc tenter de définir les préoccupations majeures de ces hommes frappés tragiquement par la guerre, de savoir au milieu de la diversité des propositions formulées par ces écrivains soldats comment ce désespoir, cet esprit de révolte peuvent s'incarner dans un langage politique et culturel donné. Dans cette perspective d'analyse générale, j'ai pu bénéficier d'études préalables sur Clarté et son évolution. Vladimir Brett a présenté une recherche fragmentaire centrée essentiellement sur Henri Barbusse et sa marche vers Clarté de 1919 à 1921. Nicole Racine a proposé un essai de synthèse d'une trentaine de pages sur L'. L'itinéraire politique de Clarté de 1921 à 1924. Bernard Chambaz a réalisé un travail visant à rassembler les éléments constitutifs de la conscience collective des intellectuels claréistes de 1921 à 1925, excluant à la fois la période naissante de Clarté, son rapprochement avec les surréalistes et son engagement politique sous l'autorité conjointe de Marcel Fourier et de Pierre Naville. Le point de vue que j'ai choisi d'emblée est de mesurer à la fois la dimension politique et culturelle de la pensée claréiste dans son intégralité, et sa diversité à partir d'une approche détaillée des différentes interventions des membres de la direction claréiste. L'objectif que je me suis fixé est de faire apparaître les différentes étapes de développement de la démarche claréiste dans sa complexité et sa mouvance, sans en négliger aucune. Je me suis appliqué à respecter le déroulement de l'activité de Clarté de 1919 à 1928, sans chercher à privilégier telle ou telle phase d'activité spécifique. Pour organiser l'étude analytique des différents textes et documents d'une grande richesse, il était utile de superposer au déroulement chronologique, sans pour autant lui faire violence, un groupement logique des publications chaque fois que l'orientation et leur sens l'autorisaient. Mais dans cette manière de procéder, l'important était de rester attentif à ne pas laisser l'idée subordonner les faits. Il est préférable en effet, de tomber dans l'excès de l'empirisme plutôt que dans celui de l'esprit de système. Les articles de Clarté sont si abondants, qu'il est fatal d'y rencontrer des documents de qualité très inégale. Il va de soi que la même attention ne peut être apportée à tous. Cependant, le risque est grand de passer à côté d'écrits significatifs. Je me suis donc appliqué à appréhender dans sa totalité les principaux documents caractéristiques de telle ou telle phase d'activité de Clarté, et de ses responsables. Sans pour autant s'en tenir à un simple inventaire de textes de Clarté, ni à un classement ordonné par thème, je me suis obligé bien souvent à décrire avant d'interpréter afin de mieux faire apparaître les courants, les oppositions de la démarche claréiste sans préjuger de son sens ultime. Dans cette volonté affirmée de caractériser l'itinéraire politique et culturel de Clarté, je me suis attaché, dans une première partie,
a montré comment les ambitions pacifistes et internationalistes d'Henri Barbusse se transforment très vite en volonté de rupture vis-à-vis des cadres et des structures politiques et culturelles du système en place. Insurgés contre un monde qu'ils jugent sans âme, les responsables claréistes refusent les valeurs prônées par la société bourgeoise. Conscients de la misère qui les entoure, ils rêvent d'une révolution politique et morale d'où l'homme sortira régénéré. Ils tournent alors leur regard vers une expérience à leurs yeux prestigieuse et fascinante, la Révolution russe. Leur sensibilité politique qui s'affirme les pousse à s'engager plus avant dans la dénonciation de la guerre et de l'ordre capitaliste et à vouloir servir la cause du prolétariat et du bolchevisme. Cette évolution progressive et complexe à la fois qui s'impose au cours des années 1919 à 1921, voit Clarté passer d'un pacifisme sentimental à un pacifisme révolutionnaire pour atteindre à un révolutionnarisme d'inspiration prolétarienne. J'ai tenté de saisir la portée réelle de cette orientation nouvelle qui se dessine et qui va déterminer à l'avenir toute l'activité politique et culturelle de Clarté jusqu'en 1928. Renonçant à un humanitarisme généreux, Clarté se déclare prêt à adhérer aux principes du bolchevisme et à mener une action parallèle au jeune Parti communiste français. Cette reconnaissance du marxisme de la part de Clarté va-t-elle déboucher sur une assimilation réelle de la théorie marxiste ? Il est donc utile de savoir si l'idéalisme politique de Clarté peut s'accommoder des exigences scientifiques de la doctrine marxiste et du pragmatisme des responsables officiels du parti. Il est aussi important d'analyser attentivement le sens de la démarche culturelle et artistique de Clarté. Artiste, romancier, essayiste, la plupart des intellectuels groupés autour d'Henri Barbusse sont directement concernés par la tragédie de 1914 à 1918. Il est donc essentiel de savoir comment ils réagissent devant le bouleversement général des valeurs suscitées par la guerre, et quelle conception de l'art ils vont désormais défendre. L'ébranlement moral issu de la Première Guerre mondiale ne peut les laisser indifférents. Ayant vécu 4 années au milieu d'un enfer de feu et de sang, ils veulent qu'un grand message de paix s'affirme impérieusement dans la littérature et les arts. Au-delà de ces premières exigences inspirées par leurs sentiments internationalistes et humanitaires, ils sont décidés à jeter les bases d'une nouvelle esthétique entièrement libérée des contraintes économiques de l'ordre bourgeois. Mesurant toute l'emprise du système capitaliste sur le monde des arts et des lettres, ils tournent leur regard vers le bolchevisme et ses manifestations culturelles. Leur révolte artistique rejoint ici leur révolte politique. Dans une deuxième partie, je me suis appliqué à démontrer comment Clarté, à partir de novembre 1921 et jusqu'en octobre 1925, évoluant dans la zone sympathisante du Parti communiste français, se propose d'assurer un travail d'éducation révolutionnaire dans l'opinion. Prenant leur distance par rapport à l'ancienne Clarté, récusant par là même l'orientation d'Henri Barbusse, les jeunes responsables claréistes autour de Marcel Fourier s'efforcent de défendre une argumentation de type communiste. Convaincus que la révolution s'imposera victorieusement en Europe à l'exemple de la révolution russe, assurant ainsi la démolition de la civilisation capitaliste, ils suivent avec ferveur l'insurrection allemande d'octobre 1923. La nouvelle de l'échec de la révolution allemande et le recul de toute perspective révolutionnaire en Europe plonge momentanément la rédaction de Clarté dans le désarroi. Cette crise qui secoue partiellement l'équipe de Clarté se trouve rapidement effacée par l'apport de la philosophie sorélienne perçue comme un schéma doctrinal de type communiste, riche de perspectives nouvelles. Se pencher sur le comportement politique des intellectuels claréistes au cours des années 1921 à 1925, ce n'est pas seulement vouloir mesurer la portée de leurs interventions dans un cadre idéologique donné, c'est aussi s'efforcer de saisir l'évolution particulière de leurs ambitions politiques, savoir si leur soif de révolution et leur puissance de contestation gardent au travers des années la même intensité et obéissent à une volonté constante de recherche et de renouvellement. L'introduction du schéma sorélien qui détermine, à partir de l'automne 1929, l'activité politique de la revue ne va-t-elle pas entraver plus ou moins indirectement la ferveur politique des intellectuels claréistes ? La relation qui s'établit alors entre idéologie et révolution peut très bien ne pas satisfaire la conscience révolutionnaire, empreinte d'un certain lyrisme, des jeunes responsables claréistes. La volonté affichée par Clarté
dès novembre 1921, d'apparaître comme une revue affichant sur le plan culturel un travail foncier d'analyse, me conduit à me pencher sur les diverses publications et essais des jeunes intellectuels claréistes afin de connaître le sens exact de leurs préoccupations artistiques. Il est nécessaire de savoir comment ils assimilent les propositions de rénovation esthétique qui émanent de la révolution russe et du bolchevisme. S'affirmant politiquement comme les défenseurs de la révolution russe, ils veulent culturellement révéler un mode de pensée de type prolétarien. S'inspirant des principes marxistes, ils veulent bousculer les structures de la civilisation bourgeoise et hâter l'avènement d'un langage artistique étroitement lié à la civilisation nouvelle, celle des travailleurs. L'introduction de la philosophie sorélienne leur permet de réfléchir en profondeur sur la notion même d'esthétique communiste et de lancer des propositions culturelles d'une réelle originalité. Une mise en relation entre l'art et l'engagement politique vient tout naturellement s'affirmer. Un lien particulier entre l'idéologie marxiste et l'art révolutionnaire s'établit et permet d'éclairer sous un angle original les véritables communications entre l'extrémisme politique et l'orientation artistique. Le statut de l'artiste et de son engagement politique sont alors posés avec acuité. Mais peut-on penser que le révolutionnarisme politique de Clarté sera en mesure d'inspirer une démarche artistique suffisamment critique et novatrice ? De la même manière, peut-on considérer que les forces subversives qui s'exercent dans le domaine artistique seront capables d'inspirer une action politique encore plus ambitieuse sur le plan révolutionnaire ? Le rapport entre la doctrine marxiste et l'art révolutionnaire pose problème. Il est en effet intéressant d'étudier la manière dont l'idéologie marxiste détermine le sens des réflexions artistiques de Clarté. Cette idéologie qui entend proposer une vision d'ensemble de la réalité par laquelle l'art et la littérature trouvent leurs explications et leur signification par référence à un état de la société et des forces de production, va-t-elle orienter toute la recherche artistique de Clarté ? Sensible aux explications marxistes sur l'art, Clarté ne va-t-elle pas rejeter toute forme de renouveau artistique étranger à ce schéma doctrinal particulier ? Ne va-t-elle pas volontairement borner dans ces conditions son propre horizon artistique ? En consultant scrupuleusement les différents articles de la revue, on pourra alors mieux saisir la richesse de la démarche culturelle et esthétique des responsables claréistes. Au milieu de l'année 1924, Clarté engage avec la même ambition un travail de dénonciation féroce des valeurs culturelles bourgeoises et de ses représentants les plus illustres comme Maurice Barrès et Anatole France. Cette orientation nouvelle offre à Clarté l'occasion d'entrer en contact avec le groupe surréaliste d'André Breton, mais cette première forme de rapprochement qui semble s'esquisser n'aboutira pas. Dans cette approche générale de la position claréiste, l'année 1925 apparaît comme un coup d'arrêt à la marche en avant de l'équipe rédactionnelle de la revue. Constatant amèrement que toute action révolutionnaire est désormais impossible sur le terrain de la lutte des classes, Clarté se trouve dans l'impasse. Une seconde crise, en octobre 1925, vient secouer durement le comité directeur de la revue. Cet événement, ressenti douloureusement par les responsables claréistes, révèle en fait les limites et les contradictions de la pensée politique de type marxiste de Clarté. Il est donc utile d'analyser avec attention les différentes raisons qui conduisent une partie de la rédaction claréiste à quitter la revue. Les rapports nouveaux qui s'établissent entre Clarté et le groupe surréaliste d'André Breton apparaissent alors comme une solution au trouble général qui s'empare de l'équipe de Clarté. Une tentative d'action commune est envisagée. La mise sur pied d'une revue La Guerre civile, où collaboreraient Clarté et les surréalistes est lancée, mais une telle entreprise restera sans lendemain. En étudiant les différentes motivations politiques de chacun des intéressés, il sera possible de mettre en lumière la manière dont les jeunes intellectuels claréistes conçoivent la lutte prolétarienne en relation avec la doctrine marxiste et l'appareil du Parti communiste français. Les mises en garde d'un responsable claréiste comme Jean Bernier, les interventions pressantes d'un poète surréaliste passé au communisme comme Pierre Naville, constituent un type de réflexion essentielle dans la définition même de l'action politique et militante de l'intellectuel révolutionnaire aux prises avec des directives idéologiques et un schéma doctrinal rigoureux. Dans une troisième partie,
Clarté réussit, après les sérieuses déconvenues de l'année 1925, à prendre un nouveau départ sous la direction de Marcel Fourier et de Pierre Naville. Rompant définitivement avec toute espèce de lyrisme révolutionnaire et d'idéalisme prolétarien, Clarté se décide à adopter une ligne idéologique rigoureusement communiste, poursuivant les mêmes tâches de propagande que le Parti communiste français engagé dans une politique de bolchevisation active. Il s'agira alors de mesurer l'ampleur de ce redressement idéologique inattendu, qui paraît mettre un terme au romantisme politique des jeunes intellectuels claréistes. Respectueux de l'idéologie prolétarienne, Clarté exige une application fidèle et ambitieuse des principes marxistes. À partir d'octobre 1927, elle défend ouvertement les thèses de l'opposition russe. En février 1928, elle cède la place à une revue trotskiste, La Lutte de classe. Ses principaux collaborateurs, attachés à servir la cause de la révolution et de la démocratie sans souci aucun de soutenir les intérêts de tel ou tel appareil de parti, passent dans l'opposition. Ces grandes articulations ainsi dégagées permettent de mettre en évidence les orientations particulières adoptées par Clarté et ses responsables, de 1919 à 1928, et de poser les jalons d'un itinéraire particulièrement fécond sur le plan politique et culturel. Par un souci constant de privilégier le document, je me suis appliqué à appréhender et à reconstituer un mouvement de sensibilité et d'idées d'une très grande richesse et d'une surprenante mouvance. En m'attachant à Clarté, j'ai voulu mesurer les caractères, les oppositions d'un comportement global de jeunes intellectuels révolutionnaires tragiquement confrontés à l'expérience terrible de la guerre et aspirant à un ordre nouveau, à une humanité nouvelle. Première partie, Clarté mai 1919 au septembre 1921. Chapitre 1. La naissance de Clarté. Au cours de la guerre 1914 à 1918, deux jeunes soldats combattants, Raymond Lefebvre et Paul Vaillant-Couturier envisagent de mettre sur pied un rassemblement international d'intellectuels pacifistes. La préoccupation majeure qui les habite est de crier leur haine de la guerre et de proclamer avec force leur espérance dans la paix et la fraternité. Durant l'automne 1916, au milieu de l'ouragan terrible qui se déchaîne sur l'Europe, ils parviennent à se retrouver pour discuter de leurs projets et lancer quelques propositions concrètes d'eux. Dans cette première ébauche, ils cherchent très modestement à rassembler les témoignages des intellectuels combattants des différents pays d'Europe afin de pouvoir écrire « la chanson de geste de la guerre ». Leur ambition est de dresser le tableau le plus complet, le plus impartial qui soit du premier conflit mondial, de grouper dans une œuvre d'ensemble des nouvelles, mémoires, simples notes, dessins décrivant sans imagination et de vision directe à la manière dont un chirurgien raconterait l'opération de son enfant, la vie de l'arrière et celle de l'avant, la vie des pays neutres, la vie des usines, la vie des casernes, la vie des états-majors et celle des parlements, des universités et la vie des tranchées, les minutes des batailles 3. Ils veulent aussi, au milieu de cette vaste entreprise littéraire, permettre à l'élite européenne de s'exprimer et de faire valoir le message fondamental de l'esprit humain. Dans ce sombrement de la raison européenne, lequel fut plus pénible et plus dégradant que les égarements du massacre, il nous serait infiniment précieux de nous connaître, nous, les quelques-uns dont la tête et le cœur ont résisté à la commotion cérébrale de 1914. Il serait juste que par ces confessions l'intelligence européenne manifestât sa résurrection. Il est nécessaire qu'elle se lave ainsi des outrages dont les plus grands de ces pontifes ont attristé la période de la guerre 4. À partir de ce programme très général, ils établissent une liste de noms de penseurs et d'artistes de la France et de la Grande-Bretagne dans le but de solliciter ces personnalités afin que leur entreprise se réalise. 5. Romain Rolland, ainsi informé, se montre séduit par un tel programme sans pour autant y donner suite. Il trouve intéressant le plan concernant la publication des confessions sincères des combattants, mais n'encourage pas les ambitions littéraires de Paul Vaillant-Couturier et de Raymond Lefebvre, visant à composer un immense cycle romanesque de la guerre 6. Henri Barbus, pour sa part, se déclare prêt à apporter son soutien à un tel projet mais tient à en modifier sérieusement la teneur 7. À ses yeux, il serait plus logique de fonder une revue internationale semi-mensuelle, paraissant en plusieurs langues,
et qui traiterait tout d'abord du rapprochement des peuples et des nations, puis qui s'appliquerait, par la publication d'extraits de romans, de récits, à dépeindre la guerre enfin, qui chercherait, par une correspondance suivie entre les penseurs et artistes de tous les pays, à être l'organe effectif du groupement des intellectuels. La réponse favorable et intéressée d'Henri Barbusse est le point de départ d'une collaboration étroite entre Henri Barbusse et Raymond Lefebvre. Dans une correspondance datée du 19 décembre 1916-8, Henri Barbusse, décidé à voir un tel projet se réaliser, invite Raymond Lefebvre à se pencher sur l'organisation matérielle, financière, rédactionnelle de la revue et le charge d'entrer en contact avec Charles Richet, physiologiste réputé, prix Nobel en 1913, qui pourra sans difficulté l'introduire dans les milieux intellectuels français et étrangers. Au début de l'année 1917, Henri Barbusse et Raymond Lefebvre cherchent tous deux à s'entendre sur l'adoption définitive d'un texte manifeste. Raymond Lefebvre rédige une première version qui est jugée par Henri Barbusse comme trop virulente et trop agressive. Henri Barbusse lui substitue un texte plus discret et plus anodin 10, qui présente la revue comme une revue internationale, littéraire, artistique, économique et sociale, dont la fonction est de travailler au rapprochement des peuples. Elle s'adresse aux écrivains, savants, penseurs qui, sans distinction d'opinion politique, estiment que la haine ne doit pas survivre à la guerre, et qu'après la paix et les garanties qu'elle comportera pour tous, il est de l'intérêt général de se prêter à une diffusion des idées, des initiatives utilitaires, des œuvres et des travaux éclos sur tous les points du monde 11. Elle traitera des grandes questions économiques et artistiques, et cherchera à reconstituer le tableau de la guerre à partir des notes et des souvenirs des combattants. Henri Barbusse pense qu'un nombre important d'intellectuels et d'hommes politiques pourront venir sans difficulté apporter leur soutien moral et leur concours. Il propose une liste fournie et composite de ces personnalités, sans s'attarder vraiment sur la réalité même de leur foi et de leur engagement pacifiste et internationaliste. C'est ainsi qu'il retient le nom de romanciers comme Kipling, Gorky, Maeterlinck, D'Annunzio, la comtesse de Noailles, Tristan Bernard, Edmond Rostand, Octave Mirbeau, de musiciens comme Debussy, Ravel, de politiciens comme les radicaux Sarraut, Barthou, Painlevé, le socialiste Jules Guesde, allant même jusqu'à citer le nom de Georges Clemenceau. Les seuls pacifistes qu'il mentionne sont les savants Charles Gide, Charles Richet, le philosophe Léon Bourgeois et la journaliste Séverine. En fait, Henri Barbusse est plus soucieux de faire appel à des figures clés du monde des lettres et de la politique que de solliciter les rares pacifistes qui, en 1917, se battent pour faire triompher leur idéal. Mais ces premières propositions ne convainquent pas leurs auteurs. Les 26 et 27 février 1917, la version définitive du texte du manifeste est adoptée par Henri Barbusse et Raymond Lefebvre 12. Rédigé par Henri Barbusse, ce manifeste s'adresse aux intellectuels combattants du monde, qui ont eu le courage de conserver leur confiance dans la dignité de l'homme et dans la puissance lumineuse et moralisatrice de la raison, et qui veulent se tendre fraternellement les bras dans le mépris lucide d'une haine héréditaire. Il leur est demandé de s'unir et de reconstituer dès à présent, pour le salut des hommes, l'internationale de la pensée. Le texte ainsi composé est envoyé à diverses personnalités, qui sont priées de le signer. Raymond Lefebvre et Henri Barbusse se chargent de prendre contact avec plusieurs intellectuels. Raymond Lefebvre rencontre Anatole France qui lui promet sa participation. Cette nouvelle ne peut que réjouir Henri Barbusse qui écrit à Raymond Lefebvre. Je suis ravi de votre lettre. L'adhésion si complète et si effective d'un homme de l'importance et du rayonnement de France est un appoint considérable. Votre éloquente conviction et votre habile argumentation enlèveront bientôt sans doute d'autres suffrages essentiels 13. Par contre, la visite de Raymond Lefebvre à Romain Rolland en Suisse, le 11 août 1917, s'avère infructueuse. Romain Rolland ne peut admettre qu'Henri Barbusse accorde autant d'importance à des personnalités littéraires ou politiques, somme toute très conventionnelles et sans passé internationaliste 14. Il refuse de donner son nom quand il constate qu'Henri Barbusse a la prétention de faire entrer Maeterlinck dans le comité directeur de la revue. Romain Rolland ne peut oublier que Maeterlinck n'a pas su se garder de la haine chauvine contre l'Allemagne. De son côté, Henri Barbusse sollicite plusieurs personnalités comme Tristan Bernard, Charles Richet et rend visite à Anatole France qui lui confirme son adhésion. Les efforts déployés par Raymond Lefebvre et Henri Barbusse
peuvent difficilement se poursuivre alors que la guerre continue. Raymond Lefebvre considère d'ailleurs qu'il est nécessaire d'attendre la fin des hostilités pour mener à bien la réalisation d'un tel projet. Au début de l'année 1919 paraît pour la première fois, dans le Populaire du 17 janvier, le texte du manifeste composé par Henri Barbusse. Il est signé par Henri Barbusse, Raymond Lefebvre, Paul Vaillant-Couturier, Georges Vidal, Henri Torres, Henri Béraud, Henri Regnault, Amercereau, Noël Garnier, Fontanille, Jean Despuy, Aletroquet. Raymond Lefebvre, pour donner plus de poids à cette initiative, lance un vibrant appel, le 9 février 1919, dans le Populaire, pour l'organisation de l'intelligence mondiale, au service de l'internationalisme. Il réitère son appel le 22 mars 1919 dans ce même journal. Le 10 mai 1919, Henri Barbusse informe officiellement l'opinion de l'existence d'un groupe international d'intellectuels dans un article publié par l'Humanité. Henri Barbusse donne au groupe le nom de Clarté, d'après le titre de son roman paru en 1919 et s'adresse aux écrivains, aux artistes et les appelle à travailler à l'affranchissement des hommes. Ils doivent œuvrer pour le progrès intégralement démocratique, sous la bannière de l'idée républicaine dans toute sa profondeur et douceur humaine et dans toute son ampleur mondiale. Ils doivent, par l'éducation des esprits et des consciences, construire l'international de la pensée parallèle à l'international des peuples. Henri Barbusse les invite à prendre en exemple Anatole France, le maître le plus admiré et le plus vénéré des lettres françaises. Après la publication de cet appel, un comité d'initiative est mis sur pied avec comme membres Anatole France, Henri Barbusse, Georges Duhamel, Victor Cyril, Paul Vaillant-Couturier et Magdeleine Marx. L'appel d'Henri Barbusse est favorablement accueilli par le public. Diverses personnalités viennent apporter leur appui. Les buts généreux et abstraits du groupe Clarté permettent de rassembler un large éventail d'intellectuels et de politiciens. Parmi les inscriptions reçues en juin 1919, on trouve les noms suivants. Le pacifiste et libéral Charles Richet, l'économiste réformiste Charles Gide, le socialiste Léon Blum, le publiciste Henri Béraud, le représentant du naturalisme Antoine, des romanciers tels que Victor Marguerite, Joseph-Henri Rognier-Né, Henri Bataille, Pierre Hampe, Paul Fort, André Salmon, le mathématicien Émile Borel, le géographe Vidal, ainsi que quelques amis de Romain Rolland comme le poète Pierre-Jean Jouve et nombre d'apostrophes. Écrivains et artistes encore mal connus, Charles-Henri Hirsch, Jules Horry, Saint-Georges de Bouéllier, Ernest Charles, Marcel Berger, Alfred Dominique, Edmond C, Maurice Magre, Paul Colin, Noël Garnier, 15. Les nombreux contacts pris à l'étranger permettent la création des apostrophes. Un comité directeur international qui compte dans ses rangs Henri Barbusse, Georges Brandes, Paul Colin, Victor Cyril, Georges Duhamel, Georges Écoud, Anatole France, Noël Garnier, Charles Gide, Thomas Hardy, Henri Jacques, Vicente Blasco Ibáñez, Andreas Latzko, Laurent Taillade, Raymond Lefebvre, Magdeleine Marx, Eudé Morel, Edmond Picard, Charles Richet, Jules Romain, René Chiclet, Séverine Upton Sinclair, Steinlen, Paul Vaillant-Couturier, H.G. Wells, Israël Zangwill, Stephen Zweig, 16. Les désaccords entre claréistes et rolandistes. Témoin des efforts d'Henri Barbusse, Romain Rolland ne peut cacher son irritation. Il n'apprécie pas la composition hétéroclite du groupe Clarté et de son comité directeur. Déjà sollicité au cours de l'année 1917 par Raymond Lefebvre, Romain Rolland avait refusé de donner son nom au projet Clarté en apprenant la présence de Maeterlinck au sentiment nationaliste pour le moins contestable. Pourtant, il aspire comme Henri Barbusse à voir une internationale de l'esprit humain se réaliser. Henri Barbusse, pour sa part, ne peut se priver de la participation du plus illustre des pacifistes. Il va s'efforcer d'obtenir son concours. Le 13 juin 1919, il rend visite à Romain Rolland pour le convaincre de s'associer à Clarté mais sa démarche n'aboutit pas. Ce dernier ne peut admettre le large éclectisme du groupe composé d'écrivains, d'artistes, de journalistes, de comédiens nullement qualifiés pour représenter les idées démocratiques et internationales 17, et conteste l'autorité littéraire et culturelle de tels participants. Enfin, il ne peut supporter la présence d'Anatole France et le chauvinisme dont il a fait preuve au cours de la guerre. Les amis de Romain Rolland qui ont déjà adhéré à Clarté, Charles Vildrac, Georges Chenevrière, F. Crucy, Léon Verte, Albert Doyen, Léon Bazalgette, Paul Signac, partagent ses sentiments lorsqu'ils constatent l'afflux de personnalités douteuses. Ils forment, sous les conseils de Romain Rolland,
18. Un noyau oppositionnel pour veiller du dedans à la pureté intellectuelle du groupe et élabore un programme minimum. 19. En vue de le soumettre au comité directeur. Le 14 juin 1919, Romain Rolland, qui reçoit la visite de ses amis Doyen et Chenevrière, réitère ses critiques à l'égard de Clarté. Quelques jours plus tard, le 18 juin 1919, le groupe rollandiste envoie sa démission, constatant que les exigences de son programme n'ont pas été satisfaites. 20. Le 23 juin 1919, dans sa lettre adressée à Henri Barbusse, Romain Rolland réaffirme son intransigeance morale vis-à-vis de certains membres et s'étonne qu'Henri Barbusse cite son nom parmi les membres de son comité directeur. 21. Se déclarant partisan d'un cénacle d'hommes de lettres de qualité, d'une élite intellectuelle, il lance à l'adresse d'Henri Barbusse : ce n'est pas avec des tout paris qu'on peut édifier la cité future. Excusez-moi donc, cher Henri Barbusse, si je me tiens à l'écart d'un groupe dont j'admire le parrain et dont tant de membres me sont sympathiques, mais dont je ne saurais approuver les premières démarches et l'esprit d'excessif éclectisme. 22. Le désaccord semble important, chacun reste sur ses positions respectives. Alors qu'Henri Barbusse met l'accent sur la nécessité d'un recrutement massif d'intellectuels, Romain Rolland ne veut travailler qu'avec des personnalités de premier ordre dont la foi internationaliste est sans faille. Romain Rolland, d'ailleurs, élabore avec ses amis un programme d'action spécifique. Il publie, le 26 juin 1919, dans l'Humanité, la Déclaration de l'indépendance de l'esprit, manifeste qui recueille l'adhésion de nombreux écrivains et savants de tout pays. Malgré tout, les pourparlers entre Romain Rolland et les dirigeants de Clarté ne cessent pas. Romain Rolland revoit Henri Barbusse au début de juillet 1919. Victor Cyril se rend au domicile de Romain Rolland quelques jours après. Les efforts déployés par Henri Barbusse et ses amis pour obtenir l'appui de Romain Rolland restent vains. De son côté, Romain Rolland, pour qu'on n'exploite pas son abstention envers Clarté, se charge d'expliquer sa position dans une lettre du 7 novembre 1919 adressée à la revue belge Lumière, dans laquelle il déclare : il est exact que je ne fais pas partie du groupe Clarté. Mais pour rien au monde, je ne voudrais qu'on exploitât mon abstention contre Clarté. Personnellement, je considère comme mon premier devoir de rester en dehors de tous les partis pour mieux garder et défendre l'indépendance de l'esprit, qui ne doit avoir qu'un maître, la vérité. Mais ma sympathie n'en est pas moins tout entière avec ceux qui combattent pour la liberté des peuples et pour le progrès social. Au premier rang de ces bons combattants est le groupe Clarté avec son grand et courageux chef, Henri Barbusse. Aidez-les dans leurs généreux efforts. 23. Romain Rolland adresse une lettre semblable à la revue allemande Das Forum, dirigée par Wilhelm Herzog. 24. Si rollandistes et claréistes ne parviennent pas à s'entendre, les relations entre les deux groupes ne sont pas pour autant rompues. Un climat de respect mutuel les rapproche. À la fin de l'année 1919, ils auront l'occasion de se retrouver pour discuter d'un projet de congrès international des intellectuels. Les premières interventions politiques de Clarté. Malgré la non-participation du groupe rollandiste, Clarté poursuit sa marche en avant. Au cours de l'été 1919, Henri Barbusse et ses amis vont intervenir sur le terrain politique. Les événements internationaux forcent leur attention et les obligent à traduire leur aspiration humaniste et internationaliste dans un langage plus concret et plus engagé. La politique démocratique du président Wilson, la signature du traité de Versailles, l'intervention alliée en Russie, la dégradation de la situation économique en France les poussent à prendre position, ce qui ne va pas sans quelques remous au sein du comité directeur. Passionnément attachés à défendre un idéal de paix et de fraternité, ils tiennent tout d'abord à exprimer leur entière sympathie à l'égard du président Wilson et de la conception qu'il se fait de la justice et de la démocratie. C'est ainsi qu'en mai 1919, une délégation de Clarté conduite par le professeur Richet rend visite au président américain. Charles Richet, pour présenter le groupe Clarté, s'exprime en ces termes. Le groupe Clarté comprend tout ce qu'il y a de vraiment libéral et progressif dans les milieux intellectuels français. Il est né d'un mouvement profond, irrésistible des élites pensantes. Il vise à la diffusion d'un idéal largement démocratique et par conséquent largement réformateur. 25. Devant les conditions très dures du traité de Versailles qui tendent à l'écrasement de l'État allemand et de son peuple,
Il rédige une déclaration le 22 juillet 1919, intitulée « Contre la paix injuste » et publiée dans l'Humanité. Elle est signée par Anatole France, Henri Barbusse, Victor Cyril, Georges Duhamel, Henri Jacques, Raymond Lefebvre, Magdeleine Marx, Séverine, Laurent Tailleid et Paul Vaillant-Couturier. Dans ce document, les responsables claréistes prêchent l'amour logique de l'intérêt général, condamnent le traité impérialiste de Versailles qui consacre les guerres futures, défendent les 14 points wilsoniens et les principes de justice et de vérité. Ce n'est que dans l'internationalisme que s'accomplira un jour l'unification des masses. Mais Charles Gide, pour sa part de tendance très modérée, refuse de s'aligner sur cette déclaration. Il s'en explique à Victor Cyril. « Je ne peux pas vraiment signer ce manifeste. Je ne puis pas déclarer qu'un traité qui a pour résultat directement ou indirectement de délivrer l'Alsace-Lorraine, la Pologne, les Tchèques, les Italiens du Trentin, les Arméniens, les Juifs, et même, quoique sans y viser d'élargir les libertés de l'Irlande, des indigènes d'Algérie et de Syrie, etc., puisse être qualifié de conservation des servitudes barbares du passé. » Victor Cyril supprimera d'ailleurs la phrase incriminée dans la rédaction définitive de la Protestation 26. Ces premières publications ne laissent pas indifférents les milieux intellectuels de droite. Plusieurs groupes nationalistes comme le Parti de l'Intelligence et la Guilde de Saint-Luc mènent une campagne de dénigrement contre Clarté. Henri Barbusse et Raymond Lefebvre réagiront aussitôt contre ces attaques, en publiant plusieurs articles dans Le Populaire et l'Humanité. Poursuivant son action critique, Clarté, le 24 août 1919, fait paraître une protestation sous forme d'affiche contre l'intervention des Alliés en Russie. Les services de police l'ayant interdite, Anatole France et Henri Barbusse, le 28 août, protestent par une lettre envoyée au ministère de l'Intérieur. La lettre ainsi que l'affiche sont publiées dans Le Populaire, le 7 septembre 1919. 27. Dans cette protestation, Clarté s'adresse aux travailleurs manuels et intellectuels en ces termes. Travailleurs, vous qui êtes à la fois l'élite utile et la force, le jour est venu où vous devez guider votre idéal sur la raison et vos actes sur l'idéal. La cause de la justice et de l'égalité exige la destruction de la vieille barbarie sociale qui a enfanté jusqu'ici tous les maux, toutes les ruines, tous les massacres. Elle proclame la toute-puissance de la raison, qui doit préparer la naissance d'un ordre nouveau où ce qui est trop haut sera abaissé, où ce qui est trop bas sera élevé, où le travail sera pour tous une obligation et le bonheur un droit, où il n'y aura nulle part des étrangers, et qui sera vraiment l'ordre et vraiment la paix. Elle dénonce la coalition féroce et hypocrite dirigée par la réaction et la grande finance internationale contre la République des Soviets. Elle prend la défense de la révolution russe, au nom de la solidarité internationale des pauvres. Ce texte pourtant très modéré est désapprouvé par plusieurs membres de Clarté parmi lesquels Charles Gide et Charles Richet. Charles Gide refuse sa signature sous le prétexte suivant. En ce moment, s'il y avait un appel à adresser au peuple, ce serait pour le presser de se remettre au travail. Toutes les autres questions sont sans importance à côté 28. Charles Richet, chargé de faire connaître son point de vue, répond qu'il n'a aucun conseil à donner et ajoute : ce qui m'importe surtout, c'est que Clarté ne pactise pas avec les bolcheviks qui sont à n'en pas douter les ennemis de toute intelligence, témoins Gorky qu'ils ont tués. Ce sont les derniers des êtres. Et lorsque le texte de l'affiche est publié, il déclare : je n'accepte aucune solidarité avec ce que je considère comme immonde et féroce. Il faudra bien qu'on me laisse dire ce que je pense de ces bandits tels que Lénine, Belakoun et Trotsky et la tourbe bolcheviste 29. Malgré de tels propos, ces deux personnalités demeurent membres du comité directeur de Clarté. Les statuts de Clarté et son organisation matérielle. Ces premières difficultés ne vont pas jusqu'à entraver l'activité de Clarté. Décidé à se montrer plus efficace encore, Henri Barbusse et ses amis dotent leur mouvement d'une organisation structurée. À partir de septembre 1918, ils donnent à leur association une forme définitive et fixent d'une manière rigoureuse ses statuts. Une première réunion constitutive a lieu en effet le 4 septembre 1919, à Paris, dans la salle des jeunesses républicaines du 3e arrondissement rue du Petit-Thouars. Les organisateurs Victor Cyril, Noël Garnier, Roland Gaget y font approuver les statuts de Clarté. Le 18 septembre,
Une seconde réunion se tient également à Paris dans la salle des fêtes de la Bellevilloise. Magdeleine Marx, Victor Cyril, Noël Garnier, Paul Vaillant-Couturier et Affran qui prennent la parole et exposent le programme de clarté. Le 23 septembre 1919, une troisième réunion est organisée, toujours à Paris, dans la salle des Sociétés savantes, à laquelle participent le Dr Jaworski, Victor Cyril, Paul Vaillant-Couturier, Magdeleine Marx. Une dernière réunion aura lieu le 7 octobre 1919, à nouveau à la Bellevilloise. 30 pour des raisons pratiques. Henri Barbus et ses amis fixent le siège social de Clarté dans les locaux mêmes du Populaire, c'est-à-dire 12 rue Feydeau à Paris. Henri Barbus est en effet directeur littéraire de ce journal, et Raymond Lefebvre en est rédacteur. Les statuts de Clarté sont rédigés par le comité d'initiative. Il donne à Clarté le titre de « Ligue de solidarité intellectuelle pour le triomphe de la cause internationale ». Il précise que les membres du comité directeur international sont irrévocables et inamovibles. En cas de démission ou de décès, il est pourvu à leur remplacement par cooptation. Un bureau composé de 6 membres, un secrétaire général, 3 secrétaires, un trésorier adjoint 31, est chargé d'exécuter les décisions du comité international. Il est prévu la création de sections locales, nationales et internationales de clarté dotées de leurs institutions propres qui sont subordonnées au comité directeur international. Un comité de groupe pourra décider de la subdivision des sections de clarté, dans le cadre régional ou national. Le comité directeur international est seul habilité à dissoudre toute section de pays dont l'action aura été contraire à l'esprit et au règlement des présents statuts. Une assemblée nationale des membres participants de clarté aura lieu, chaque année, en janvier. Un congrès national et international se tiendra respectivement en mai et novembre annuellement 32. La participation financière de chaque membre est répartie comme suit. Chaque membre actif et donateur paye une cotisation qui s'élève entre 5 et 20 francs. Chaque membre bienfaiteur verse une cotisation de 100 francs tandis que les membres fondateurs de chaque pays versent une cotisation de 1000 francs 33. Un cinquième de chaque cotisation servira pour la propagande générale du mouvement Clarté. Très vite, les premiers groupes Clarté se constituent en France et à l'étranger. En France, les groupes Clarté prennent naissance à Paris et dans sa banlieue. Le premier groupe s'installe dans le 1er et le 4e arrondissement, et établit sa permanence au 49, rue de Bretagne. Le deuxième groupe se constitue dans le 6e et le 14e arrondissement. Le troisième groupe qui couvre le 7e et le 15e arrondissement compte jusqu'à 200 adhérents. Le quatrième groupe s'établit dans le 12e arrondissement, le cinquième groupe dans le 17e, le 18e et le 19e arrondissement. Clichy, Villejuif, Drancy et Montreuil possèdent aussi leurs groupes Clarté respectifs. Plusieurs régions de France voient s'implanter de telles organisations. La vallée de la Vasselle avec Rouen, le Loir-et-Cher avec Roanne, Vendôme, le Nord avec Lille, Roubaix et Arnes, la Champagne et l'Est avec Reims, Bar-le-Duc, Troyes, Nancy, Metz et Strasbourg, la vallée du Rhône et le Dauphiné avec Lyon, Vienne, Grenoble et Romans, le Sud méditerranéen avec Nice, Marseille, Nîmes, Montpellier, Toulouse, enfin, le Sud aquitain avec Bordeaux, Cahors, Saint-Giron, Saint-Gaudens. Il faut noter que les secteurs les plus dynamiques, d'après les commentaires de Clarté, sont Paris et sa banlieue, Rouen, Lyon, Grenoble, Marseille et Nancy, 34. Selon Marcel Fourier, la situation générale des groupes Clarté apparaît comme relativement modeste. Au plus beau jour des groupes Clarté, il y eut en France une trentaine de sections locales dont 10 à Paris et en banlieue et les autres en province 35. À l'étranger, grâce au dévouement et à l'attention redoublée de Victor Cyril, gestionnaire compétent, les groupes Clarté se développent rapidement. Un des premiers pays à répondre favorablement à l'appel du comité d'initiative est la Belgique avec Paul Colin, rédacteur en chef de l'Art libre. Sous son impulsion, plusieurs groupes voient le jour à Bruxelles, Alost, Gand, Malines, Ostende, Liège. Le groupe de Bruxelles est dirigé par Edmond Picard, Georges Écoud, Henri Van de Velde et Paul Colin. En Angleterre, les groupes Clarté, grâce à E.D. Morel, démocrate pacifiste, fondateur et dirigeant de l'Union of Democratic Control, s'impose rapidement. Son comité directeur est élu en novembre 1919 et compte dans ses rangs H.G. Wells, G.B. Shaw, Israël Zangwill, E.D. Morel, Bertrand Russell, Robert Dell, Siegfried Sassoon, Robert Williams, Frank Hodges et Douglas Goldring qui assument la fonction de secrétaire.
D'autres personnalités rejoignent le groupe en avril 1920 comme Aldous Huxley, O. Sitwell, Miles Malzon, D.F. Brindry, C.P. Blacker. En Suisse, grâce à Jean Desbris, le groupe Clarté prend forme. Il possède 3 sections, française, allemande et italienne. En Autriche, le groupe Clarté comprend des intellectuels comme Stefan Zweig, Andreas Latzko, René Maria Rilke. En Hollande, le groupe fondé en 1919 a comme animatrice Henriette Roland-Holst. En Tchécoslovaquie, de nombreux intellectuels apportent leur appui à Henri Barbus et à son organisation internationale avec Stanislas K. Neumann, Yvon Olbracht, B. Verbensky. Le Conseil des travailleurs intellectuels, fondé en janvier 1919 et présidé par Stanislas K. Neumann, adhère officiellement à Clarté en septembre 1919. À Brno, l'écrivain B. Benesova met sur pied un groupe Clarté. De nombreux collaborateurs dont Jarobilek Pospisil présentent plusieurs analyses sur l'évolution politique de la Tchécoslovaquie d'août 1920 à juillet 1921 dans les colonnes du journal d'Henri Barbus. Dans les pays scandinaves, plusieurs intellectuels répondent favorablement au projet d'Henri Barbus. L'Italie compte plusieurs groupes Clarté. À Milan, dirigé par Virgilio Brocchi, à Turin avec Guglielmo Lucidi qui met en place une succursale des éditions Clarté, à Gênes, Padoue, Messine, Florent. En Espagne, un seul groupe Clarté est créé avec comme responsable Quintiliano Saldana. Au Portugal, un groupe Clarté existe à Coimbra. D'autres groupes s'installent en Grèce, en Argentine, au Brésil, au Venezuela, au Chili, au Mexique et à Cuba. Aux États-Unis, au printemps 1920, un groupe Clarté prend naissance avec comme personnalité Upton Sinclair, Scott Nearing, Max Eastman, rédacteur en chef de la revue Liberator. Ces derniers font paraître plusieurs études dans Clarté. De son côté, Francis Tréha, jeune américaine séjournant à Paris, se charge de publier plusieurs traductions d'œuvres de poètes américains comme Carl Sandburg, Frank Hall, Ralph Chaplin, Randolph Bourne. Quelques groupes surgissent en Orient, en Égypte, en Palestine, en Arménie et en Turquie avec Nazim Hikmet comme adhérent. En Allemagne, les groupes Clarté sont d'une réelle importance. Ses premiers initiateurs sont René Schickele, directeur en chef de la revue Die Weissenblätter, Karl Schmid, Kurt Hiller, Karl Thiet, Paul Zeck, Wilhelm Herzog, rédacteur en chef de la revue Forum, Yvan Goll, Heinrich Mann et Joachim Friedenthal. À Berlin, les claréistes se groupent autour de Félix Stossinger et de sa revue Die Freie Welt. À Dresde, un groupe claréiste se réunit autour de la revue Die Menschen. Clarté et les groupes allemands entretiennent d'excellentes relations. De nombreux articles consacrés à la situation politique, économique, sociale et culturelle de l'Allemagne sont régulièrement publiés par Clarté dans son journal, 36. Si au départ, les différents groupes Clarté à l'étranger prennent une certaine ampleur, il ne faut pas en exagérer l'importance. Marcel Fourier rapporte que Victor Cyril, très enthousiaste au départ, rêvant d'une organisation internationale impressionnante, va très vite déchanter. D'après Marcel Fourier, le mouvement Clarté compte au total, France comprise, 5000 adhérents au plus fort de son activité 37. Parallèlement à la création de sections nationales et internationales, les responsables du comité directeur se dotent d'un journal qui porte le nom de Clarté et le sous-titre de « Bulletin français de l'Internationale de la pensée ». C'est un bimensuel de 4 pages dont le prix s'élève à 15 centimes. Son premier numéro paraît le 11 octobre 1919. À partir du 29 mai 1920, le journal deviendra hebdomadaire. Sa gestion est assurée par une société anonyme disposant au départ d'un capital de 50 000 francs. Son trésorier et son gérant est Roland Gaget. Une liste de souscription des actions est ouverte. Une partie des ressources financières est constituée par les cotisations que sont tenus de verser les membres de Clarté. Une section d'édition et de librairie de Clarté est mise également sur pied. Elle assure la publication et la vente de tous les ouvrages pacifistes et internationalistes, 38. La vente des numéros de Clarté se fait sous des formes variées. Les abonnés représentent une clientèle fidèle et sûre. Clarté en comptera 4500 en 1920. Le tirage, d'après les informations de Clarté, connaîtra au début un essor certain. En avril 1920, il s'élèvera à 40 000 exemplaires. La répartition géographique des centres de distribution peut se définir sommairement en fonction de l'implantation des groupes Clarté, dont la rédaction nous entretient assez régulièrement.
Le succès du journal est aussi lié à la propagande active menée par les collaborateurs du mouvement Clarté qui sillonnent la France, tels Paul Vaillant-Couturier, Raymond Lefebvre pour faire connaître le mouvement et son idéologie. Le journal est distribué à l'étranger dans les principales villes européennes comme Bruxelles, Liège, Anvers, La Haye, Amsterdam, Genève, Berne, Bâle, Rome, Naples, Milan, Berlin, Vienne, Bucarest, mais aussi à Moscou, à New York, dans les jeunes États comme à Constantinople, dans les colonies comme au Caire, à Alexandrie, à Alger, Oran, Constantine, Tunis. À partir de cette organisation générale ainsi définie, Clarté semble s'affirmer à la fois comme journal et comme mouvement international. En réalité, si des groupes français et étrangers de Clarté parviennent à s'implanter, ils vont très vite connaître une existence pour le moins fragile et éphémère et disparaître peu de temps après leur naissance. Par contre, grâce aux efforts déployés par les amis d'Henri Barbusse, le journal va réussir à s'implanter durablement et occupera une place marquante dans la vie politique et culturelle de l'époque. C'est donc, à partir des différentes publications du journal, qu'il sera possible de caractériser la démarche particulière d'Henri Barbusse et de ses collaborateurs. Chapitre 2. L'orientation politique et culturelle de Clarté, octobre 1919 au septembre 1921. Dotée d'une organisation solide et élaborée, Clarté plongée dans la réalité politique quotidienne, tente de s'affirmer politiquement et culturellement. Sous la pression des faits, elle ajuste, corrige sa position doctrinale. Henri Barbusse lui-même s'efforce de préciser la pensée claréiste et de l'adapter aux situations nouvelles. En suivant attentivement les diverses publications du journal Clarté, il est possible de distinguer, dans la période d'octobre 1919 à septembre 1921, 3 étapes successives qui traduisent son évolution idéologique. D'octobre 1919 à mai 1920, l'idéalisme humanitaire et le rationalisme culturel que prônent Henri Barbusse et ses collaborateurs transforment Clarté en un immense laboratoire d'idées nouvelles. Les intellectuels de toutes tendances s'expriment largement et se contredisent même. Le wilsonisme se mêle à l'humanisme, le réformisme a une première forme d'internationalisme prolétarien. De mai 1920 à février 1921, sur l'instigation d'Henri Barbusse, Clarté rejette le pacifisme, le réformisme et l'anarchisme et s'aligne sur le bolchevisme d'une manière passionnelle. Elle assure alors un travail de propagande en faveur de la Troisième Internationale et du courant communiste. Elle franchit ici une étape décisive quant à son orientation politique. De février 1921 à septembre 1921, attachée à défendre les principes du bolchevisme, elle se transforme en centre d'éducation révolutionnaire et s'applique à fonder une culture prolétarienne. Si ce découpage semble schématique et arbitraire, il traduit l'évolution de Clarté qui passe, non sans difficulté, d'un pacifisme réformiste à un internationalisme prolétarien plus ou moins idéalisé. Il serait erroné de penser que cette orientation doctrinale s'impose clairement. Elle s'affirme non sans peine au milieu d'un romantisme révolutionnaire. Clarté, octobre 1919 au mai 1920. Le but suprême fixé par Henri Barbusse et qui devient la devise des claréistes est de « faire la révolution dans les esprits ». Dans la déclaration qu'il rédige dans le premier numéro de Clarté 39, Henri Barbusse s'explique. Il faut détruire le régime social actuel fondé sur l'injustice, la violence, le mensonge et le profit, et travailler efficacement à la naissance d'un ordre nouveau foncièrement égalitaire et fraternel. L'intellectuel, dans cette œuvre de révolution sociale, a une tâche essentielle à remplir. En assurant un travail d'éducation et d'éclaircissement dans l'opinion publique, en créant un esprit nouveau, en changeant les mentalités, il participera à la naissance d'une société nouvelle. En luttant contre l'ignorance, l'égoïsme, le fanatisme, il parviendra à révéler une conscience universelle, seule garantie d'une transformation politique et morale fondamentale. Clarté a donc pour mission de rassembler tous les intellectuels de tradition libérale et socialiste soucieux de progrès, afin d'assurer cette immense et indispensable entreprise d'éveil culturel et de réflexion critique. Que ces écrivains soient pacifistes ou wilsoniens, réformistes, républicains ou socialistes, l'important est qu'ils se mobilisent pour dénoncer les maux les plus frappants de la société. Henri Barbusse pense en effet
qu'il ne doit négliger aucun concours susceptible d'aider à démystifier le patriotisme, le militarisme et le conservatisme bourgeois. Ce mouvement intellectuel de masse qui doit prendre forme, a pour but, selon Henri Barbusse, de faire la révolution dans les esprits, étape nécessaire à la révolution dans les faits. Mais Henri Barbusse tient à préciser qu'un tel rassemblement reste parfaitement autonome vis-à-vis des différentes forces politiques, et qu'il ne peut être en aucune façon assimilé à un parti quelconque. Sa seule et unique ambition est de propager la vérité dans l'opinion. En fonction de cette définition générale, soutenue par Henri Barbusse, Clarté apparaît alors comme une vaste tribune qui accepte nombre d'intellectuels de sensibilités différentes, décidés à faire œuvre de vérité pour le bien de l'humanité afin d'assurer sa mutation prochaine. Les perspectives d'action qui se dégagent alors de cette philosophie apparaissent fragiles et incertaines, reposant avant tout sur un intellectualisme abstrait. Se dérobant aux questions pratiques de la lutte politique et militante, se plaçant en dehors de toute espèce de préoccupation doctrinale, Clarté semble insensible à toute forme de combat révolutionnaire véritablement conséquent. Seul le culte abstrait de la raison, de la vérité, une haine sans borne de la guerre, une soif de renouveau, un attachement sincère et bienveillant pour le peuple opprimé constituent le fond politique et moral de la démarche claréiste en octobre 1919. À partir de cette première définition énoncée par Henri Barbusse, les interventions de Clarté sont variées et multiples. Des projets ambitieux et utopiques à la fois voient le jour. Un véritable éclectisme politico-culturel prend forme. Clarté lance ainsi l'idée de fonder une langue internationale artificielle qui sera, selon elle, le plus sûr moyen d'atteindre à une fraternisation des peuples, à une paix durable entre les nations. Elle discute longuement sur l'opportunité du choix de l'espéranto par rapport à l'espérantito. Plusieurs linguistes interviennent dans ce débat. Henri Barbusse se prononce lui-même au nom de Clarté et de l'Internationale des anciens combattants, en faveur de l'espéranto. Elle décide aussi de mettre sur pied une internationale de la pensée, qui doit servir la cause de la vérité et de la fraternité universelle. Elle envisage la création de théâtres, de bibliothèques populaires, de sections universitaires, de cercles d'études politiques afin de dispenser au sein de l'opinion un enseignement civique et moral. Elle organise plusieurs cycles de conférences à Paris et en province sur l'histoire des peuples et des révolutions, sur l'évolution économique et sociale des États européens, sur la vie diplomatique internationale et les différents traités de paix afin de mieux éclairer et guider le peuple vers la vérité. Elle s'applique à mieux structurer les groupes claréistes français et étrangers qui constituent, à ses yeux, l'instrument de propagande idéal pour faire progresser l'idée de paix et de fraternité internationale. Toute une page de son journal est consacrée à rendre compte de l'activité de ces différentes sections. Sur le plan politique, elle va jusqu'à proposer un projet de système social qui assurera l'édification de l'ordre nouveau sur lequel elle fonde tous ses espoirs. Plus sérieusement, elle exprime sa solidarité envers le courant socialiste qui symbolise à ses yeux le progrès humain et la solidarité universelle. Au nom de son humanitarisme, elle lance une série de protestations face à la répression gouvernementale qui s'abat sur les militants pacifistes et révolutionnaires. Elle salue avec enthousiasme le régime soviétique, patrie du travail et de la liberté, espoir vivant à ses yeux d'une transformation sociale et morale foncièrement démocratique et égalitaire. Clarté, mai 1920 au février 1921. À partir de mai 1920, Clarté, sous l'impulsion d'Henri Barbusse, adopte une position doctrinale plus rigoureuse et plus ambitieuse à la fois. Tout d'abord, par la publication en mai 1920, d'une brochure intitulée La lueur dans l'abîme et qui porte en sous-titre « Ce que veut le groupe Clarté », Henri Barbusse définit la nouvelle orientation de son mouvement. Dans cet ouvrage, il dresse un violent réquisitoire contre le capitalisme, contre la propagande nationaliste et les effets désastreux du militarisme. Il dénonce l'absurdité de la société bourgeoise qui a conduit à la tragédie de 1914 à 1918. Il démontre comment les puissances capitalistes continuent leur œuvre de destruction. Il stigmatise les crimes du traité de Versailles, la politique impérialiste de la Grande-Bretagne, la terreur blanche qui sévit en Finlande et en Hongrie, l'écrasement de la révolution socialiste allemande, 40,
Les tentatives des forces impérialistes pour étouffer la révolution des Soviets, 41. Après cette virulente critique, Henri Barbusse se prononce en faveur d'une société égalitaire et libertaire. Il salue l'organisation révolutionnaire de Russie qui vise à réaliser l'égalité entre les individus. 42. Il réclame l'établissement d'une classe unique de travailleurs 43, éliminant ainsi tous les profiteurs sociaux, ennemis de la raison et de la justice. Il vante le système électoral de la République russe, fondé sur la représentation directe. Il se range du côté des socialistes extrémistes 44, c'est-à-dire de ceux qui s'inspirent du bolchevisme et de la Troisième Internationale. Il s'en prend alors au courant réformiste du Parti socialiste français et à la politique de collaboration de classe défendue par la CGT. 45. Ses préférences politiques sont défendues au nom de la hardiesse de la vérité qui est symbolisée par le drapeau rouge 46. Au nom de la beauté de l'immense organisation humanitaire que les rénovateurs russes ont pour la première fois tenté de réaliser sur la Terre 47. Au nom de L', organisation collective qui respecte dans la mesure du possible l'autonomie individuelle 48, mais surtout au nom de la raison. Dans une dernière partie, tout en précisant les grandes lignes de l'organisation générale du mouvement Clarté, il tient à réaffirmer l'entière indépendance du mouvement à l'égard des partis politiques, lui attribuant la mission culturelle d'éclairer et de guider les masses, d'opérer le redressement des esprits et des volontés sur les principes de raison, de justice et de sagesse. Cette profession de foi révolutionnaire qui doit ouvrir à Clarté de larges horizons, est cependant dénaturée. Les arguments socialistes, idéalistes et rationalistes se mêlent dans un cri de protestation et d'espoir. Le capitalisme est stigmatisé et le communisme russe loué, mais le principe révolutionnaire manque dans cette démonstration. La notion de lutte de classe et de violence révolutionnaire est ici ignorée. Malgré sa véhémence anticapitaliste, la position d'Henri Barbusse est dépourvue de caractère spécifiquement marxiste. Marcel Fourier, responsable claréiste, s'appliquera plus tard à révéler les contradictions du mouvement Clarté et de la pensée barbussienne en ces termes. Clarté est au-dessus de la lutte des classes. Elle appelle dans ses rangs indifféremment des prolétaires et des bourgeois, et par un enseignement rationnel, elle les transforme en êtres raisonnables. Barbusse a du devenir humain, une conception métaphysique qui nie le matérialisme historique. Sa conception de la révolution qui n'est en rien marxiste peut en revanche être acceptée par n'importe quel républicain libéral 49. Cependant Henri Barbusse, avec cette brochure, a le mérite d'apporter un support théorique, certes imparfait mais notoire à Clarté. Parallèlement à la publication de ce document, Henri Barbusse se charge de clarifier encore la ligne politique de son organisation en faisant paraître plusieurs articles, en juin-juillet 1920, dans les colonnes de son journal. Dans le numéro 18 du 29 mai 1920 de Clarté, répondant aux critiques du directeur de la Liberté qui s'en prend au caractère vague et confus de la doctrine claréiste, Henri Barbusse réplique que son ambition première est d'instaurer un statut international nouveau où il n'y aura ni exploité, ni exploiteur, ni guerre des peuples, ni guerre des classes, grâce à l'action constante de la raison qui éclairera la conscience publique. Dans le numéro 21 du 19 juin 1920, face aux reproches du journal belge L'Ouvrier communiste, qui dénonce le confusionnisme de Clarté, sa propagande humanitaire, l'idéologie bourgeoise qu'elle soutient, Henri Barbusse présente une claire mise au point. Il affirme hautement que pour lui et pour Clarté, le communisme international c'est la formule concrète qui a répondu le plus nettement jusqu'ici au commandement de bon sens et de moralité. Son règne viendra fatalement un jour sauver l'humanité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.